Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi d'être à Cognac et merci à Pascaline d'avoir suivi cette belle initiative et ravi de retrouver sur ce plateau, sur cette tribune, des hommes et des femmes engagés dans ce véritable enjeu de société qui est la désertification médicale. En un mot, je suis député de Réloir, mais avant tout biologiste. Je travaille encore un petit peu dans mon laboratoire, tous les lundis matins, donc j'ai conservé, comme on dit, un pied dans mon activité pour véritablement être un homme totalement indépendant à l'Assemblée. Je suis à la commission des finances, ça n'a rien à voir avec les affaires sociales ou les enjeux de désertification médicale, mais je suis un multirécidiviste de combat livré contre cette désertification médicale, et je rajoute dans le titre de la commission d'enquête et de l'évaluation des politiques publiques qui ont été conduites, parce que vous savez que depuis 10-15 ans, un certain nombre de dispositifs ont été mis en place. Donc on aura l'occasion autour de la soirée, surtout il faut que ce soit véritablement un échange. Simplement un mot avant de passer la parole à mes collègues. J'ai décidé au nom du groupe centriste à l'Assemblée de lancer une commission d'enquête parlementaire. C'est quoi une commission d'enquête parlementaire? C'est 6 mois de travail où nous sommes 30 députés, toutes sensibilités politiques confondues. Et ces 30 députés, aidés de quelques administrateurs et de collaborateurs, ont toute possibilité d'auditionner qui ils veulent. On aura Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, jeudi prochain. Ce matin, c'était le directeur de la sécurité sociale, c'était également directeur général de l'offre de soins. Donc vous voyez, on a pris un panel le plus large possible. Et puis il y a des retours terrain, des expériences terrain. Et d'ailleurs, ce que j'ai vu cet après-midi, j'en dirai un mot tout à l'heure, c'est un très bel exemple de ce qu'il faut faire. Est-ce que Thomas Vignier fait partie de votre commission d'enquête? Oui, absolument. Le député local fait partie de la commission d'enquête, enfin d'Angoulême, puisqu'il était ce matin, Thomas Vignier. Nous avons, vous voyez, travaillé un peu. On dit que les députés font rien. Nous ne sommes pas en burn-out. Vous voyez, j'ai encore un peu la forme. Rassurez-vous, malgré un encombrement parlementaire fort, ce matin, nous avons auditionné de 8h à 12h30. Avant, je ne cours prendre un train pour vous rejoindre. Thomas vient assez régulièrement à cette commission d'enquête. Et d'ailleurs, il avait été, vous le savez, missionné par la ministre pour faire un certain nombre de propositions. Merci Philippe. Alors moi, Jean-Marc de Lustrac, donc je suis aussi un copain de Thomas Meignier, mais de l'hôpital, pour le coup des urgences, puisque je travaille à l'hôpital d'Angoulême. Je suis par ailleurs maire de Vars, sur lequel on a visité tout à l'heure notre projet de pôle de santé. Ça va au-delà d'une maison de santé, mais d'un pôle de santé. Et puis j'interviens aussi sur la communauté de communes sur 3 projets de santé, de maisons médicales, sur Aunac, notamment Aigres et Saint-Amand-de-Boix, et puis aussi dans le cadre du Pays du Ruffécois, avec notamment le contrat local de santé sur le Nord-Charente. Voilà un peu mes différents domaines d'intervention en matière de politique santé. J'ai la double casquette, à la fois en tant que professionnel de santé, ce qui me permet de mesurer toutes les problématiques, notamment en matière de permanence de soins, pour lesquelles on se retrouve ce soir pour converser, pour discuter. Et c'est vrai que ce soit vraiment sur le mode questions-réponses, on est là pour tous ensemble parler de ces problèmes-là qui nous concernent. Déjà, puisque sur notre territoire, vous savez que la Charente, mais c'est pareil au niveau national, mais on est particulièrement touché sur certains secteurs, et moi sur le Nord-Charente plus particulièrement. C'est vrai qu'il y a des secteurs qui sont plus avantagés que d'autres, mais on sait aussi que en périphérie d'Angoulême, par exemple, il y a des problématiques. On le verra tout à l'heure avec le docteur Alain Tiburce, il y en a aussi sur le Cognacé. On est touché un peu partout. Voilà, en tout cas, moi, je suis très heureux d'être ce soir parmi vous et de pouvoir converser sur ces problématiques-là et notamment sur la Charente. Voilà, merci. Donc, je suis Alain Tiburce, je suis généraliste à Cognac depuis 37 ans bientôt, président de l'association des médecins infecteurs de la Charente. Et je suis coordonnateur de secteur, c'est un coordonnateur pour les gardes sur le secteur de Cognac. Voilà, et on va dire qu'avec des relations difficiles avec l'Agence régionale de santé, vous pouvez le voir dans les journaux, parce qu'on voit régulièrement ma photo, sur le problème des gardes. Si vous voulez, je pourrais répondre à vos questions sur les gardes, sur la permanence des soins. Voilà. Merci. Bonsoir, moi je suis Véronique Hansberg, je suis présidente de la Fédération nationale des infirmiers libéraux, point de vue départemental et régional. Donc je suis infirmière libérale sur le secteur depuis maintenant 30 ans
Et donc, effectivement, c'est avec beaucoup d'inquiétude que nous voyons le nombre de médecins diminuer de façon prégnante et cela pose un certain nombre de problèmes à notre profession ainsi qu'aux pharmaciens. Donc, il y a quelques représentants ici. Et voilà, donc nous espérons pouvoir amener quelques solutions. Enfin, nous avons des propositions à faire. Et je remercie Pascaline de nous avoir invités, enfin, surtout notre profession, puisque c'est très peu souvent qu'on nous demande notre avis. Donc, pour une fois, eh bien, on va être là pour le donner. Nous sommes impatients de vous entendre. Bien, j'aurais d'abord dû vous remercier parce que concurrence du match et la fête de la musique, c'est un peu compliqué. Et néanmoins, on gagne toujours 1-0 pour ceux qui regardent sur leur portable. 2-0 ? Bon, formidable. Hein ? Alors, peut-être le premier mot, c'est pour dire que ce problème de l'accès aux soins est un sujet qui est en train de s'aggraver dans le pays depuis quelques années. Et vous voyez, ce matin, je posais la question en commission d'enquête au directeur de l'assurance maladie, mais qu'ont fait les pouvoirs publics depuis 30 ans? Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Parce que vous voyez, on se retrouve avec des élus. J'étais heureux tout à l'heure d'être dans cette belle commune de Vars avec Jean-Marc. Vous vous rendez compte qu'on demande aux élus de s'occuper de la santé alors que c'est une politique nationale. On demande aux élus locaux de gérer une stratégie nationale de santé alors que dans le préambule de la Constitution, on parle de l'accès aux soins. Au moment d'ailleurs où il va y avoir la réforme constitutionnelle. Ce grand pays, la France, dans lequel on a toujours dit qu'on avait une médecine extraordinaire, bien organisée, structurée, on s'aperçoit que le mot désert médical n'est pas un mot toujours approprié, mais ça ne concerne pas uniquement les territoires ruraux. Le 20e arrondissement à Paris, il y a le même problème. Donc en fait, en dehors de quelques poches de moins en moins nombreuses où il y a une hyper-densification médicale, depuis quelques années, malheureusement, le fossé se creuse. On vient de loin. Honnêtement, ceux qui étaient en charge de la stratégie nationale de santé ont échoué. Rappelez-vous le numerus clausus. Tout le monde sait ce que c'est. Nous sommes un pays dans lequel on envoie nos jeunes Français se former en Roumanie et qui reviennent moins bien formés. Nous sommes un pays dans lequel, en 2017, il y a 6 millions de personnes qui ont renoncé à se faire soigner. Nous sommes un pays dans lequel le reste à charge, c'est ce qui vous reste à payer une fois que mutuelles et sécu sont passés, ne fait qu'augmenter. Donc tout ne va pas très bien, tant s'en faut. Et encore dans cette bel échange de cet après-midi, on a partagé ce constat, mais je pense que docteur, vous serez d'accord avec moi, et madame, bien sûr, c'est que l'hôpital va très mal. D'ailleurs, on vient de vous dire la semaine dernière que, ça y est, la Sécu était à l'équilibre avec ses 4 branches. Pour autant, ça cache la forêt du déficit des hôpitaux structurels. Et il n'y a pas que la région de Cognac qui est en proie à la désertification médicale. En plus, moi, j'appartiens au département de France, l'Eure-et-Loire, dans lequel la densité est la plus faible de toutes. Vous voyez, dernier de la classe. L'hôpital va très mal, avec beaucoup de burn-out chez les personnels, avec des déficits, je l'ai dit, avec un déficit d'attractivité majeur. Attractivité également qui est en chute libre dans le domaine privé, puisque sur 10 médecins formés, il y en a un qui embrasse une carrière libérale, donc qui devient médecin libéral. Même pas un, on est à 0,9. Avec aussi un nombre de médecins qui est le même qu'il y a 25 ans. Et pourtant, on a ouvert le numerus clausus. Mais avec une pratique médicale qui a changé, c'est-à-dire qu'avant le cabinet isolé avec les médecins isolés, c'est comme ça que ça se fonctionnait, avec 80 heures, 90 heures par semaine. Une profession qui s'est beaucoup féminisée, donc des changements importants. Beaucoup de diplômes non utilisés. On évalue à 30 à 40 000 diplômes non utilisés en France. Avec 20 000 médecins en situation irrégulière, je pèse mes mots. Des médecins qui travaillent dans les hôpitaux et qui n'ont pas les diplômes reconnus par des conseils nationaux de l'ordre. Le président du Conseil national de l'ordre me confirmait le chiffre hier. Et nous auditionnerons d'ailleurs la semaine prochaine. Donc vous voyez, je ne veux pas noircir le tableau, mais quelque part, il y a urgence. C'est le cas de le dire. Avec aussi, enfin, si je prends une image d'athlétisme, on est un peu loin du foot, mais en athlétisme, vous savez, lorsqu'il y a une course sur le 100 mètres, on n'a pas le droit de passer dans le couloir d'à côté. Et si je parle du couloir d'à côté, mais c'est bien d'avoir un médecin qui connaît bien la médecine publique et la médecine libérale, d'un côté, la médecine publique, et de l'autre côté, la médecine libérale, et surtout, jamais se voir, jamais se parler. Et pire encore, au moment de l'informatique et du numérique, un dossier médical partagé qui n'a rien de partagé, car pas accessible.
Et un urgentiste la nuit, il ne peut pas savoir quels sont les traitements en cours, quel a été le dernier médecin, le dernier pharmacien, le dernier kiné qui a pu voir tel ou tel patient. Voilà d'où nous sommes partis. Alors, je ne prétends surtout pas avoir la recette. Ça sera plutôt un cocktail de recettes avec des décisions à très court terme, des décisions à moyen terme et des décisions à long terme. Ce n'est pas pour faire plaisir à Jean-Marc, mais ce que j'ai vu cet après-midi, c'est ce qu'il faut faire. D'avoir créé un pôle de santé à 15 km d'Angoulême, dans une commune qui n'est pas très grande. Vous avez un pôle dentaire, vous avez un pôle avec une maison médicale portée d'ailleurs par la commune. Vous avez en plus des kinés qui ont su s'organiser avec un très bel outil. Avec une pharmacie qui va se déplacer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont su mettre au même lieu des professionnels de santé. Et vous voyez, moi je ne hiérarchise pas. J'ai beaucoup de reconnaissance pour les infirmières, madame, moi je suis biologiste. Sans les infirmières qui se lèvent le matin à 5 h du matin et qui lui font les prises de sang et qui font tout le reste, ou 5 h 30, ou 6 h, mais il y en a, bon, ça dépend des territoires. Nous, on a des grands territoires et certaines démarrent à 6 h pour leur premier patient. Qu'est-ce qu'on ferait? Et donc, chacun a sa place dans cette organisation des soins. Et cette organisation des soins, elle doit s'appuyer sur les compétences des uns et des autres. Je ne vais pas faire de la peine aux collègues médecins, mais je pense que l'idée sur laquelle le médecin est celui qui préside de tout est une idée un peu dépassée. Et on pourra prendre peut-être dans le débat un certain nombre d'exemples. Alors, face à cet état d'urgence, est-ce qu'on peut réagir ou pas? Alors, il y a les agences régionales de santé qui ont été lancées depuis quelques années, vous le savez, c'était les ARH, agences régionales d'hospitalisation, qui sont devenues des ARS, agences régionales de santé, qui sont devenues des États dans l'État. Vous avez un directeur d'ARS qui ne rend aucun compte au préfet ou au préfet de région. Cloisonné, là encore. Avec des groupements hospitaliers de territoire, c'est médecine publique, plus médecine publique, plus médecine publique, égale médecine publique. Où sont les structures privées? Que je sache, une grosse clinique, un scan, une IRM, sur laquelle travaillent des praticiens libéraux, et souvent d'ailleurs à l'hôpital. Ils sont soumis, me semble-t-il, à la même qualité de soins à prodiguer aux patients, parce que le patient n'est pas une marchandise. J'essaye, au travers de ce propos, de vous faire comprendre ça. Moi, ce qui est essentiel pour moi, c'est quel est le meilleur parcours que je vais faire accomplir aux patients pour qu'ils soient soignés dans les meilleures conditions, et qu'au final, ça peut coûter moins cher, tant on connaît les problèmes de redondance d'actes, et dans mon métier, je suis bien placé pour savoir qu'on pourra en enlever 25%, que ça irait aussi bien. Alors c'est difficile. Il faut décloisonner, je l'ai dit. Il faut une volonté politique absolument terrible. Mais il y a une chose où les consciences ont évolué, c'est là où, et je parle pour les députés et les sénateurs, là où chacun était fidèle à sa famille politique en disant pas de régulation pour les médecins, jamais de régulation, on commence à réfléchir à voir quels pourraient être les bons moyens. Ces jeunes qui ne veulent pas venir dans nos territoires moins dotés, entre guillemets, comment on fait pour les attirer? Ce que j'ai vu avec la chambre de garde, avec des médecins qui sont capables d'avoir le dossard pour bien les former, c'est un sujet. Quand je parlais de public et privé qui se causent, eh bien, par exemple, pour des médecins qui soient capables d'être enseignants dans les universités, on n'arrive pas encore à avoir le statut définitif pour qu'il puisse y avoir des professeurs d'université qui soient des médecins libéraux. Voyons, ce qu'on nous ressort maintenant, c'est de dire qu'il faut que les médecins à la retraite repartent bosser. Vous savez que quand vous êtes médecin, comme pharmacien, d'ailleurs comme dentiste, la retraite à taux plein, c'est à 67 ans. On vous dit, allez bosser. En 98, Mme Aubry, elle avait inventé un nouveau système. C'était partez plus tôt. C'est ce qu'on appelait le MICA, certains s'en souviennent peut-être, et qui a accéléré en disant, partez, vous aurez une retraite géniale. Et là maintenant, on demande aux médecins, à 67 ans, d'aller continuer de travailler parce que les patients ne trouvent personne. Alors, vous voyez, par-delà cette introduction qui essaye de résumer un peu toutes les problématiques auxquelles nous sommes soumis, je pense qu'il y a vraiment des vrais sujets qu'il faut faire avancer. Il y a une très belle initiative qui commence à s'organiser dans le territoire, et Jean-Marc, tu me disais tout à l'heure, vous allez faire la même chose ici, c'est faire travailler tout le monde en réseau autour de communautés territoriales des professionnels de santé. Parce que vous voyez, nous sommes réunis au nom de territoires et autour de territoires. Jamais ce pays ne s'est autant recentralisé. J'ai été maire 18 ans, président d'intercommunalité, président de pays, bref, conseiller régional 17 ans. Donc, quelque part, je connais bien les arcanes du fonctionnement. Tout remonte à Paris. Ou tout remonte à la préfecture régionale ou à la capitale de la région. Comment voulez-vous, ici maintenant, comme vous avez eu un grand mariage, du fait même de la constitution des nouvelles régions, comment voulez-vous qu'à 400 km ou à 200 km ou à 150 km, on sache ce qui se passe dans les territoires?
Donc cette reconcentration, elle exige au contraire une réponse d'en bas. Et la réponse d'en bas, c'est la structuration des territoires. Et au cœur des territoires, vous ne pouvez pas parler d'emploi, de logement, si vous n'avez pas un accès aux soins. Et l'accès aux soins ne peut se faire que par les professionnels au quotidien. Comment, eux, ils organisent le terrain? Comment ils l'organisent de façon perméable complètement avec l'hôpital, en inventant ces passerelles, en faisant en sorte que, eh bien, à l'échelle d'un département, structures publiques et structures privées disent quel est le meilleur effecteur. Vous avez vu ce drame dont on a entendu parler de cette jeune fille au CHU de Strasbourg, le drame de la régulation. On échangeait tout à l'heure quelques mots. Est-ce qu'on va continuer à avoir 2, 3, parfois 4 organismes de régulation dans un département? Mais on ne peut pas continuer comme ça. Et puis alors on vous dit, il y a l'arrivée de la télémédecine. Oui, très bien, mais pas n'importe comment. La télémédecine, d'abord, il faut les tuyaux pour qu'il y ait la fibre optique qui amène bien le bon débit. Ça, personne n'en parle. Ce n'est pas 30 mégas qu'il faut. C'est minimum 100 mégas, sinon les images que vous ferez passer en résolution pour les radiologues, elles sont quasi illisibles. Je suis le père d'une radiologue, et accessoirement frère de médecin, frère de pharmacien, frère de médecin également, et beau-père d'un médecin. Donc un petit peu imbibé par tout ce monde. Donc cette radiologie, elle passera par la fibre optique. Mais on ne fera pas tout avec la télémédecine. Donc il s'agit d'inventer à court terme comment on délègue des tâches, comment on transfère des tâches des médecins vers les infirmières, vers des pharmaciens. Alors il y a des belles expérimentations sur les vaccins. Les patchs, les pharmaciens ne peuvent pas en mettre, les infirmiers peuvent. Les infirmiers font des prises de sang tous les matins, mais ils n'ont pas le droit de faire un vaccin. Voilà où on en est. C'est ça la France de 2018. Complètement sclérosée, complètement frigorifiée. Et en se disant, mais... Et on en est là. Et surveillance d'un diabétique, je pense que tu le dirais mieux que moi, est-ce que c'est nécessaire de voir le médecin tous les 2 ou 3 mois si le pharmacien, le biologiste et l'infirmière, ils assurent le suivi avec des infirmières de pratique avancée? Donc on a tous ces nouveaux métiers avec des décisions à très court terme à prendre. La deuxième chose, je le dis, on n'a pas du tout abordé cette question, il y a une revalorisation des carrières obligatoirement à faire. La consultation à 25 € telle qu'elle est à l'heure actuelle, je le dis, c'est pas très attractif. Les jeunes veulent surtout être salariés. Ils ne veulent plus s'ennuyer à gérer une entreprise parce que gérer un cabinet médical, c'est gérer une entreprise. Et ils veulent changer, voilà, ils veulent évoluer. Et donc il faudra peut-être aussi que nous soyons imaginatifs, créatifs. Peut-être que dans les maisons de santé, on pourra avoir des médecins salariés. Peut-être que les centres hospitaliers, nous les enverrons. Il faut que l'on ouvre toutes ces possibilités. Sinon, nous ne nous en sortirons pas. Moi, je ne peux pas me résoudre au fait que des jeunes aillent se former en Roumanie ou ailleurs. Je ne peux pas me résoudre au fait que dans les urgences, il y a des qualités de soins qui ne sont pas au rendez-vous. Je ne peux pas me résoudre au fait que ces magnifiques métiers de soignants, infirmières, bien sûr sages-femmes, où il y a eu beaucoup d'évolutions qui ont été proposées ces dernières années, qui jouent un rôle pivot maintenant, au moment où on s'aperçoit qu'on est en train de fermer des maternités en France. Certes, il faut une réorganisation de l'offre de soins, mais attention à ne pas faire de tailler à la serpe dans les structures hospitalières sans même qu'on ait au préalable bien bordé ces parcours de soins. Vous voyez, j'insiste sur cette notion de parcours de soins, parce qu'au travers d'un parcours de soins, il y a la qualité. Et un professionnel de santé, je pense que vous en serez d'accord, parce que les médecins ont des obligations, de la formation continue, comme les infirmières, comme nous les biologistes. Puis nous sommes une profession accréditée. Les actes que nous ne savons pas bien faire, on ne peut pas les pratiquer. Et nous sommes l'objet d'une accréditation et d'un suivi de cette accréditation. Et on vous doit ça. Quand on dépense 460 milliards d'euros pour l'ensemble des 4 branches de la Sécu, dont 180 milliards d'euros pour l'assurance maladie, la moindre des choses, c'est qu'on soigne convenablement les gens. Donc vous voyez qu'il y a toute une démarche nouvelle, à très court terme, qui doit se faire. On a pratiquement rencontré maintenant toutes celles et tous ceux qui sont en responsabilité, vos collègues, madame du conseil du syndicat national, beaucoup de médecins bien sûr, tous les conseils de l'ordre, et on doit faire ce mouvement très rapidement. Deuxièmement, pour les médecins, il y a une réforme des études médicales considérable à faire. Avant, au bout de 7 années, tu as dû passer dans le cursus des 7 ans, on était généraliste, on était plutôt pas trop mal formés. Maintenant, c'est 10 ans pour un généraliste. Et ils veulent même une 11e année, les jeunes. Les jeunes m'ont dit, mais nous, on voudrait se former un peu plus encore. Un radiologue, c'est bac plus 12, bac plus 13. C'est parce qu'au bac plus 13, on ne sait plus tout à fait ce que l'on a dû apprendre en 4e ou 5e année. Allonger sans arrêt, je ne pense pas que ce soit le bon chemin. Donc, vous dire que cette réforme des études médicales, est-ce que pour des épreuves de mathématiques ou de statistiques, on va écarter des garçons et des filles qui auraient été des très bons médecins parce qu'il faut de l'écoute, il faut de la compassion, il faut le regard, on comprend les choses lorsqu'on aime ce métier, il y a quelque chose qui se passe avec les patients.
Ce n'est pas uniquement de savoir faire des statistiques qui apportent, me semble-t-il, les meilleures qualités pour être un médecin. Cette réforme des études, elle passe aussi pour le fait qu'on sorte les étudiants des CHU. On leur dit dans les CHU, et je l'ai dit à la présidente de la conférence des doyens, dans le CHU c'est très bien, moi je dépends de Tours. Ah mais si vous allez à 100 km, si vous allez à Chartres, si vous allez à Orléans, ah non, c'est moins bien, vous serez moins bien formé. Mais qu'il y ait une formation au CHU, peut-être un an et demi d'internat, mais le reste du temps, il faut les sortir des murs. Ce sont des échanges. Être derrière un généraliste, être derrière une infirmière, être derrière un kiné, être derrière une sage-femme, mais c'est une expérience de vie extraordinaire. Et c'est comme ça qu'on peut prendre racine. Se plaire dans une ville pour la vie associative, rencontrer l'homme ou la femme de sa vie, enfin bref, que la greffe prenne. Et moi, je pense que vraiment, vous voyez, on a tout ce système d'accompagnement qu'il faut faire. La troisième chose que je voulais dire sur les études médicales, c'est que il y avait, il y a quelques années, les fameux certificats d'études spéciales, ça ne vous dit pas grand-chose, mais maintenant, tous les étudiants sont tous internes. Et ils vous disent d'un côté, on veut la liberté d'installation, parce que nous sommes des professions libérales, mais de l'autre côté, ils passent par un concours national classant. En clair, vous passez le concours, vous êtes classé entre 1 et 7800. Si vous atterrissez 1900e et que vous voulez être neurologue, eh bien vous n'avez pas de place ni à Paris, ni à Lyon, ni à Bordeaux, ni à Marseille, ni à Grenoble, et vous allez à Limoges éventuellement. Donc vous voyez bien qu'il y a un mode de sélection. Eh bien revenons à ce qui marchait très bien de notre temps, c'était l'internat des régions. Vous voyez, réorganisons les études médicales. Faisons en sorte que dans une région, vous vous rendez compte, on ne sait même pas faire ça dans ce pays. On ouvre plus de places d'internes qu'il y a de candidats pour les pourvoir. Donc on se retrouve avec des postes d'internes de médecine générale qui sont vides. Je peux comprendre qu'un jeune se forme dans votre belle région ici, puis après il dit tiens, moi j'ai envie d'aller dans l'Est de la France. On peut trouver des possibilités d'échange. Donc vous voyez que cette question est une question compliquée, c'est une question où il faut, je crois, avoir un peu de courage politique pour le porter. On n'a mis que des emplois sur des jambes de bois, je n'ai même pas parlé des aides financières. Données par les collectivités, données par l'assurance maladie, données par les ARS. Je connais même des médecins qui ont dit voilà, je prends 50 000, vous savez, c'est comme au Monopoly. Je prends 50 000 quand je passe à la case départ, et au bout de 5 ans, je m'en vais parce que j'ai plus d'aide. Ça dépend. Moi c'est 5 ans, je suis encore plus. Il n'y a personne. Donc évidemment. Bon, bref, si je dis cela, enfin, la médecine ne se résume pas uniquement à une affaire de chèque à l'installation. C'est quand même la négation de tout qu'on en soit là, puis avec même un risque, c'est celui de concurrence entre les territoires. Vous savez, à un moment, il y avait ça pour les entreprises. Ceux qui faisaient des exonérations diverses et variées, ceux qui apportaient des aides plus ou moins importantes. Est-ce que vous voulez que demain, on organise la médecine comme cela? Donc, si on a bien compris que la médecine avait complètement évolué, qu'il fallait en former plus, bien sûr, qu'il fallait faire évoluer les critères de sélection, mettre tout le monde en réseau, comprendre qu'un pharmacien, qu'un kiné, qu'une sage-femme, qu'un médecin, ils ont chacun un rôle et qu'on peut leur donner beaucoup plus d'actes à accomplir avec les systèmes de rémunération à inventer. Parce que par exemple, le cabinet de télémédecine dans une pharmacie, j'ai reçu le président du conseil de l'ordre et il me dit on va mettre des cabines de télémédecine dans les pharmacies. Je dis moi, très bien. Qui paye le temps passé du pharmacien? Quel type d'acte? Quelle nomenclature? Actuellement, les images de neurologie de l'hôpital de Châteaudun, elles partent à Bordeaux en interprétation. La nuit. Vous savez combien est payé le radiologue au bout? 11,82 €. Vous voulez vous lever ou à 2 h du matin pour lire une image de radiologie pour 11,82 €? Il faut déjà se réveiller. Il ne faut quand même pas se tromper, accessoirement. L'urgentiste que tu es comprend certainement que, évidemment, c'est des questions compliquées. Voilà, je ne vais pas être plus long. Et dans les questions avec les collègues, on vous répondra. Mais nous sommes résolus, donc on terminera nos travaux pour le 25 juillet. La ministre en fera ce qu'elle souhaite en faire. Je rappelle que les parlementaires proposent et les ministres disposent. Si nous ne faisons rien de façon profonde, à court, moyen et long terme, ça va très très mal aller. Et quand je dis très très mal aller, ce n'est pas un problème de déficit public. On pourrait avoir 4 ou 5 milliards de déficit public. Vous savez, sur le budget général de la France, c'est 70 milliards. Chaque année. Gomo Flipper, vous savez, Same Player Shoot Again. C'est 70 milliards encore cette année. Donc, est-ce que oui ou non, on n'est pas capable, pour la santé qui me semble-t-il, on dit toujours, c'est le bien le plus précieux, de réorganiser complètement un système, de lui redonner l'efficacité qu'il a perdue à certains endroits. Moi, je suis très triste quand je vois que même des CHU, moi qui suis passé par l'assistance publique des hôpitaux de Paris, même des centres hospitaliers universitaires sont touchés, malheureusement, à Paris, à Strasbourg, à la Timone à Marseille.
Et donc, vous voyez que c'est un enjeu de société. Ce n'est pas un problème après les autres. Et je termine sur cette phrase, c'est pour ça qu'on a voulu travailler autour de ce concept de territoire. J'avais lancé l'idée d'une agence nationale de cohésion des territoires dès le mois de juin l'année dernière. Il paraît que c'est un arbitrage du président de la République, parce que quand vous parlez de santé, quand vous parlez de numérique, le numérique c'est la vie nouvelle. C'est toute l'application des nouvelles technologies au quotidien. Quand vous parlez de la téléphonie mobile, c'est pareil. Et quand vous parlez des services à la population, c'est la même chose. Donc c'est un territoire en pleine mutation, une France en pleine mutation, et pour sa santé, se donner les moyens de cette évolution, c'est ce que l'on doit à nos concitoyens. En tout cas, moi, c'est ma conviction. Merci. C'est dur de passer derrière toi, parce que je crois que tu as fait l'éventail de toutes les problématiques. Donc moi je partage tout à fait ton point de vue, et on a eu la chance de converser en venant, et on a tout à fait le même point de vue. Et ça fait plaisir, honnêtement ça fait plaisir, parce que des politiques à ton niveau j'en ai vu, j'en ai revu, j'en ai vu aussi beaucoup qui étaient déconnectés de la réalité. Et ça fait plaisir de voir des gens qui ont le sens des réalités, et pour l'avenir de notre pays, c'est important. Alors, surtout en matière de santé, comme je dis, la santé n'a pas de prix, mais elle a quand même un coût, et tu l'as rappelé, parce que c'est vrai que, mine de rien, c'est 30% de notre PIB, c'est pas rien du tout. Ça quand même, ça devient catastrophique pour notre pays. Et pourtant, comme je dis, moi, j'ai jamais payé autant d'impôts de ma vie, et j'ai jamais eu aussi peu de services publics. Donc, à un moment, voilà, faut se poser des questions sur les 30 années qui sont passées, sur nos politiques générales, et notamment en matière de santé. Alors, à partir de là, moi, je partage tout à fait le point de vue qu'il faut décloisonner. Je crois que ce qu'il y a de terrible dans notre pays, c'est le cloisonnement entre les différentes professions de santé, et c'est toute l'énergie qu'on met, je vois au niveau local, pour les pôles de santé, à structurer les pôles de santé, à favoriser les pôles de santé, à favoriser les maisons de santé. C'est décloisonner entre le public et le privé, parce que il y a toujours eu la guéguerre entre le public et le privé, mais aujourd'hui on est des fois dans des déserts où il n'y a ni public ni privé. Donc à un moment il faut qu'on se serre les coudes, il faut que le public et le privé se serrent les coudes, il faut que chacun fasse sa part du travail pour qu'on arrive à s'en sortir du mieux possible, et le privé et le public, et qu'à partir de là il faut qu'on se mette tous autour d'une table pour essayer que le système soit le plus efficient possible et le plus efficace possible, de façon à ce qu'on n'arrive pas à des drames, effectivement, comme celui de Strasbourg. Alors c'est le décloisonnement aussi, et comme je disais, entre le SAMU et les pompiers, entre le 15 et 18. Moi je suis personnellement favorable au numéro d'appel unique, de façon à ce que voilà, on réponde à la demande. On est parfaitement complémentaires sur le territoire, entre les médecins privés, voilà, la médecine libérale, entre l'hôpital, les services d'urgence, entre les pompiers, les ambulanciers privés, les infirmières, enfin tous les professionnels de santé sur notre territoire ont un rôle majeur à jouer. Le tout est de les coordonner. Le tout, un peu comme un chef d'orchestre, c'est de faire en sorte que la partition soit la meilleure possible, que l'exercice soit le plus approprié, de façon à ne pas perdre d'énergie, parce qu'on n'a pas d'énergie à perdre, on n'a pas d'efficacité non plus à perdre. Néanmoins, ça reste pas simple. Ça reste pas simple, c'est très compliqué, parce que ça fait référence au passé, à l'avenir.
on voit sur les nouvelles technologies. C'est aussi un problème de génération, donc il faut décloisonner les générations. Il y a des générations de professionnels de santé plus anciens, il y a les jeunes générations, moi je suis au milieu, et c'est vrai que je dis régulièrement, l'autre jour on me disait « Ah, tu prévois 3 cabinets de médecins à Saint-Amand-de-Boix, mais à l'heure actuelle il n'y en a que 2, à l'avenir on ne sait pas ». Je dis « Oui, mais 3 c'est un minimum, parce qu'à l'heure actuelle, un médecin de l'âge du docteur Villomez, par exemple, pour ne pas le citer, il a 72 ans, il exerce encore. Quand il va partir, et lui il bosse du matin à 8h jusqu'au soir à 22h, il faudra 2 médecins pour le remplacer. C'est pas 1, mais c'est 2. Pareil, on voit qu'au niveau sociétal, la société évolue, les jeunes générations qui arrivent ne veulent pas exercer la profession comme l'exerçaient les anciens. Donc à partir de là, il faut tenir compte des nouvelles générations, il faut tenir compte des nouvelles attentes de la population, notamment via les nouvelles technologies. Moi, je suis toujours surpris quand je suis au téléphone au centre 15, qu'on me demande des choses. Je dis, mais écoutez, honnêtement, par téléphone, je ne peux pas gérer ça. Le téléphone a ses limites. Déjà que quand on examine les gens, on peut se tromper, mais alors vous imaginez pas au téléphone. Néanmoins, il y a une demande de la part de la population pour aller vers ces nouvelles technologies, parce que c'est aussi la facilité, il faut le reconnaître. Si on pouvait être diagnostiqué par téléphone, soigné par téléphone, vous resteriez chez vous et vous auriez la totale. Néanmoins, ça, c'est un système qui a ses limites, et on l'a vu avec l'affaire de Strasbourg, au-delà de ce qui s'est passé au niveau du téléphone, mais il faut savoir que régulièrement, on a plein de gens qui ont mal au ventre, on a plein de gens qui ont mal à la tête, on a plein de gens qui ont plein de soucis. Pour autant, et heureusement, il n'y en a que 1 sur 1000 qui a une hémorragie méningée, 1 sur 1000 qui va faire l'infarctus, ou 1 sur 10 000, mais quand ça tombe sur lui, malheureusement, c'est un drame. C'est un drame. Alors pour éviter que tout ça se passe en drame, c'est sûr qu'il faut s'organiser, il faut se structurer. La formation, ça me paraît fondamental, et ce qu'il y a de dramatique dans notre pays, c'est qu'on n'anticipe pas ce phénomène générationnel sur la formation, et qu'on ne fabrique pas, entre guillemets, assez de professionnels de santé, alors pour des raisons diverses et variées, de structure, de finances, de ce qu'on veut, et on préfère faire un peu un système à l'américaine, où on préfère acheter des professionnels dans les autres pays parce que ça évite d'avoir à les former. Mais c'est pas simple là aussi, parce qu'on n'a pas la même culture du soin, ne serait-ce que la culture du soin, aussi compétents que soient les personnes qui ont été formées à l'étranger, on n'a pas la même culture. En France, on a une culture du soin qui est la nôtre. Voilà, donc il faut aussi en tenir compte, parce que c'est des attentes de la part de la population. Alors, tout ça dans ce système, je crois que ce qu'il y a de bien, c'est qu'on puisse en discuter. On est avec des expériences différentes. Moi, j'ai un peu les deux versants. J'ai le côté urgence, où on déborde, je dirais, de médecine générale aux urgences, pour des raisons qu'on abordera peut-être avec le docteur Tiburce. Et puis, de l'autre côté, le côté élu, avec une population qui me demande de faire quelque chose. Je suis élu sur le pays du Rufécois, avec dans une partie du pays des déserts médicaux sur lesquels on a une forte attente de la part de la population. Alors on revient aussi sur les missions régaliennes de l'État, c'est-à-dire que nous, en tant qu'élus locaux, on se dit mais attends, ça reste quand même une mission régalienne de l'État. Et à partir de là, la population nous demande à nous de faire le nécessaire. Et c'est pas simple, parce qu'on n'a pas tous les leviers, on n'a pas la maîtrise complète du système, et nous, on n'est que des coordonnateurs et des facilitateurs de projets. Voilà, après, je vais donner la parole à Alain Tiburce qui va nous apporter la suite. Je vous remercie. Beaucoup moins long, je pense, parce que passer 10 à 12 heures dans un cabinet médical, on est bien éloigné de toutes ces préoccupations, évidemment, et on n'est pas souvent invité, nous, en tant que médecin, par les élus. C'est rare, la dernière fois, ça devait être il y a 2 ans. Donc, si vous voulez, les perspectives d'avenir sont un petit peu bouchées par le travail du médecin de tous les jours. Ce qu'on constate, effectivement, c'est que le nombre de médecins diminue. On le regrette, mais c'est comme ça, ils vont partir à la retraite, ils sont difficilement remplaçables.
Et quelle solution? Donc on est là ce soir, je crois, pour en discuter. La désertification. Effectivement, on a toujours beaucoup entendu parler des campagnes. Et on a toujours dit depuis des années que les campagnes, ça représentait quelques milliers de personnes. C'est vrai, quand un village se désertifie. Et puis les villes se désertifient. Et Paris en a été un exemple, vous l'avez cité tout à l'heure. La ville de Paris désertifiée, ça nous a fait drôle. Il y avait 2500 médecins et il n'en est plus resté que 1500. Alors là, c'est en train de remonter. Il faut dire que les procès-verbaux pour les voitures de médecins mal garés, ça s'est arrêté. Madame Hidalgo a arrêté de verbaliser les médecins, quand même, donc ça a peut-être fait venir des médecins. Quand même. Et puis, on espère que notre mairie en fera autant. Mais, donc tout un tas de petits détails. Là, ça va remonter dans la ville de Paris, il va y avoir de nouveau des médecins. Alors, dans la ville de Cognac, je pourrais peut-être tout à l'heure vous rassurer un petit peu. On va commencer à travailler pour Cognac sur le sujet. On est éloigné de tout ça, les contrats territoriaux de santé, je ne sais pas ce que c'est. M. Vigier en a parlé tout à l'heure, on comprendra mieux. Le lien hôpital-ville, la dernière fois qu'on a fait une réunion à l'hôpital, ça peut-être il y a 2 ans, je ne sais pas, Eric, tu y étais? Peut-être, voilà, puis après plus rien. On avait demandé à avoir des internes il y a peut-être 2 ou 3 ans pour avoir leur avis. Qu'est-ce qui ferait que des internes de l'hôpital de Cognac s'installeraient à Cognac? Eh ben, ils sont venus, ils étaient 4 ou 5 sur 10, manifestement on ne les intéressait pas. Voilà, les vieux schnocks, c'est pas très intéressant, le vieux docteur, dinosaure, on ne veut pas travailler comme ça de toute façon. Bon, alors, ça s'est fini comme ça. Des remplaçants, on a du mal à en trouver, c'est vrai qu'ils ne travaillent pas comme nous non plus. Voilà un petit peu la situation. Alors, ville-hôpital, les liens informatiques, bien avec les urgences, souvent on reçoit très vite le courrier avec les urgences, nous à Cognac. Beaucoup moins bien avec les services. Alors c'est vrai qu'il y avait de l'informatique, on recevait les lettres très rapidement. Ça serait quand même plus pratique. Il y a plein d'efforts à faire. Et surtout, amener les jeunes internes vers nous pour leur montrer que finalement, travailler dans un cabinet médical, c'est pas si mal que ça. Le contact avec les patients, etc., la médecine qu'on fait tous les jours. Voilà, la médecine du rat de la pelouse peut-être, la bobologie, comme dit notre député, mais qui a dû faire un abus de langage, parce que la bobologie des urgences, on n'a pas tellement apprécié, donc il y a des fois des mots malheureux. Les bobologues de ville, bah, c'est nous. Voilà, donc on va faire un effort. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de maîtres de stage à Cognac, parce que pas de temps, pas de formation, c'est un peu difficile, on hésite. Voilà, tout le monde nous dit il faut absolument avoir des maîtres de stage pour avoir des internes, et puis des expériences malheureuses autour de nous, des gens qui ont des maîtres de stage et qui n'ont quand même pas de remplaçants, ils sont partis à la retraite à sec, on va dire. Voilà un petit peu la situation. Pouvez-vous préciser les chiffres sur Cognac du nombre de médecins et de la pyramide des âges des médecins? Oui, sur Cognac, on est 21, intramuros, hein, on est 21 médecins, tout compris, homéopathes, acupuncteurs et autres, tout compris. 8 actuellement ont plus de 65 ans cette année. Bon, ils ne vont pas tous partir en même temps, on va les retenir, dont moi d'ailleurs, c'est ça que bon. Voilà, donc il va rester. Alors dans 2 ans, quand même, dans 2 ans, on pense quand même partir, essayer de partir à 67 et demi en moyenne. Les médecins en France partent à 67 ans et demi. On va essayer de tenir, et puis entre-temps, on va y travailler. On a encore 2 ans pour essayer d'améliorer la situation. J'ai téléphoné tout à l'heure à un confrère qui m'a dit qu'il allait avoir d'ailleurs une associée au mois de juillet, mi-juillet, enfin, une jeune dame qui va arriver. On travaille au corps, on va dire, un jeune qui s'installerait rue Aristide Briand, on a beaucoup d'espoir. Et puis voilà, donc là, on a 2 confrères qui partent, l'un à Boutier, l'autre à Nercillac, donc ça fait à peu près, à la louche, 2500 personnes qui n'ont plus de médecins. Ça va être un petit peu dur à assumer très rapidement, parce que les journées sont longues. La moyenne des médecins à Cognac, je pense, soigne entre 1200, 1300 patients, voire 1400 patients, puisque maintenant, avec les chiffres de la Sécu, on est médecin traitant. Donc, on a exactement notre patientèle, entre 1200 et 1500 patients, grosso modo. Alors, rajoutez, si vous faites le calcul, pour un médecin qui part 1200 minimum, divisé par 21, ça ne va pas être possible de rajouter. Enfin bon, si des jeunes arrivent, on va essayer de faire ça. Bon. Donc effectivement, si on peut créer des choses nouvelles, alors je ne sais pas, la municipalité, j'ai lu le journal hier, donc il va sans doute y avoir des liens du coup avec la municipalité et les médecins. Pour l'instant, je n'ai pas été contacté, mais on travaillera dessus, je pense.
Pôle de santé, probablement, pour attirer des jeunes. Je pense que maintenant, ça va être la logique. Alors, pôle de santé, oui. Qu'est-ce qu'on fait des autres? Un peu la question des gens comme moi. Bon, à la retraite, des gens en dessous de moi, les soixantenaires, alors voilà. Qu'est-ce qu'on fait des autres cabinets médicaux qui ont des locaux, une secrétaire, enfin, il y a tout un tas. Voilà. Pôle et maison de santé. Voilà. Moi, je parle de pôle de santé, c'est-à-dire l'organisation des professionnels de santé. Oui. Il y a deux types de choses. Il y a le pôle de santé qui est l'organisation de professionnels de santé entre eux. Et puis après, il y a des locaux dedans qui s'appellent les maisons de santé. Mais c'est pour ça que je montrais, nous, ce qu'on a fait sur Vars. Tu as par exemple une maison de santé, mais juste à côté, tu as un cabinet privé de dentistes avec 4 dentistes et un kiné. Et il y a aussi un autre bâtiment avec 4 kinés. Donc c'est pas la même maison. Et c'est pas la même maison. Par contre, on a un parking quasiment commun. C'est-à-dire qu'il y a un parking, et quand tu arrives, tu as le parking devant les dentistes, tu as le parking devant les kinés et le parking devant la maison médicale. Donc en fait, c'est un pôle de santé et il y a la pharmacie qui va venir aussi sur site. C'est-à-dire qu'on a réussi à coordonner toutes les professions de santé. C'est pour ça que je disais il faut décloisonner, ne serait-ce que pour qu'il y ait moins d'argent public aussi qui soit mis dedans. Nous, au niveau public, on a pris juste la maison de santé avec les médecins, les infirmières et les sages-femmes, puisqu'on a 2 sages-femmes et 3 infirmières. On pourra développer ça après, on va laisser Véronique Hansberg s'exprimer. Et d'abord, M. Kibur, si vous voulez finir. Non, c'est bon, je crois que le tableau est dressé, on répondra aux questions. Merci. Donc effectivement, si les médecins ne sont pas conviés très souvent par les édiles, nous encore moins. Donc je vous remercie encore une fois de nous donner un petit la parole, si je ne marchais pas sur le fil. Voilà, moi j'ai bien entendu ce que vous disiez, monsieur le député, tout à l'heure. J'ai envie de vous dire chiche, vous voulez faire des économies pour la santé, vous voulez qu'il y ait un suivi, un accès aux soins, reposez-vous sur les infirmières libérales. Nous avons des compétences qui ne sont pas reconnues. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui regrette qu'à l'heure actuelle, justement, les politiques de santé ne s'appuient pas assez sur les compétences infirmières. Je crois que nous avons beaucoup apporté. Le souci, c'est que la majorité de nos compétences qui sont dans notre décret ne sont pas traduites au niveau de notre nomenclature. Nous sommes une profession prescrite, c'est-à-dire que nous pouvons intervenir chez les patients que s'il y a une ordonnance faite par le médecin. Voilà. Donc nous avons aussi un rôle propre, et ce rôle propre, on ne peut absolument pas le développer ou très difficilement à domicile. Donc nous, ce qu'on vous propose, c'est, mais bon, effectivement, ce n'est pas à notre niveau, à nous, départemental, ce sont des politiques de santé, c'est déjà de nous inscrire dans le parcours de soins et en étant des infirmières référentes, on va dire, avec une consultation infirmière qui n'a rien à voir avec la consultation des médecins, mais qui va s'appuyer sur la clinique, c'est-à-dire qu'on va déjà un petit peu, entre parenthèses, déblayer le terrain pour les médecins qui vont pouvoir se recentrer sur leur rôle diagnostique et aussi sur, évidemment, les traitements à apporter. Ça va faire gagner ce qu'on appelle du temps médical. D'un autre côté, on pourrait peut-être aussi voir par rapport à la permanence des soins, pourquoi ne pas essayer d'impliquer aussi les infirmières libérales? Ça se fait déjà informellement, on va dire, puisque nous avons des collègues autour de Cognac, dans la périphérie, qui ont été contactés la nuit par des patients auxquels les urgences d'Angoulême avaient dit téléphonez donc à vos infirmières, à votre infirmière libérale pour qu'elle vienne voir ce qu'il y a, s'il faut que nous, on se déplace. Oui, sauf qu'il n'y a rien de... Nous, on n'a aucune raison de se déplacer la nuit. On n'a aucun... on n'a jamais été contacté pour éventuellement faire ce genre de choses. On n'est pas contre, hein, mais bon, il faut absolument
Et ça, j'ai bien aimé, monsieur le député, quand vous avez dit que maintenant, il ne fallait plus voir les choses d'un côté pyramidal, c'est-à-dire en descente, mais effectivement, un partage de compétences. Moi, je ne dirais pas une délégation de tâches, parce que je n'ai pas l'âme d'une tâcheronne, mais par contre, un partage de connaissances, oui, puisque nous faisons des métiers complémentaires, ce ne sont pas du tout les mêmes, et on a beaucoup de choses à s'apporter les uns les autres. De la même façon, les pharmaciens, etc. Et je crois qu'effectivement, en s'appuyant, et là, ce sont en fait des mesures concrètes, ce sont des mesures qu'on peut mettre dès maintenant, puisque toutes les propositions qui sont à l'heure actuelle vont peut-être, je dis bien peut-être, parce que rien ne dit que les futurs médecins, les futures générations vont s'installer en libéral, hein. Rien ne nous le dit. Donc en plus, ce sont des solutions pour dans 10 ans, 12 ans. Ce ne sont pas les solutions. Or, les problèmes actuels, c'est même, je dirais, c'est même avant-hier, c'est même plus demain, c'est avant-hier. Voilà. Donc, je pense que vous pouvez vous reposer un petit peu plus sur nous, mais ça va dépendre aussi, évidemment, du gouvernement. Hein. Et je dirais aussi une chose, c'est qu'on regrette fortement de ne pas être impliqué dans le premier recours, alors que on fait tous les jours. En fait, ça serait entériner quelque chose qu'on fait tous les jours. Et ça, par contre, monsieur le député, c'est votre faute, parce que c'est l'Assemblée nationale qui a refusé de nous y impliquer. Est-ce qu'au niveau des infirmières libérales, notamment ici dans cette zone locale, vous êtes aussi atteint par des problèmes de désertification médicale? Oui, forcément. Au niveau, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes une profession prescrite, donc nous avons besoin d'ordonnances. Nous pouvons surveiller un certain type de patients par rapport à leur distribution et leur administration de médicaments. Là aussi, c'est très limité. Ce sont les personnes qui ont des problèmes psychiques et cognitifs. Voilà. Et donc, pour renouveler les ordonnances aussi bien médicamenteuses pour le pharmacien que pour nous, on a des temps d'attente. Bon, on y arrive, mais c'est un petit peu compliqué souvent. Alors, surtout pour les médicaments, quand il faut absolument une ordonnance, que nous sommes en panne de médicaments, on fait quoi? Le pharmacien il est bien gentil, il avance, mais il y a des fois, lui non plus, il peut pas avancer n'importe quoi. Voilà. Je voulais juste rajouter que, à l'inverse des médecins, il y a un maillage territorial infirmier très important. Il faut savoir, nous sommes 389 infirmières installées en Charente, avec 62 remplaçantes. C'est un maillage qui est... il n'y a pas de zone blanche en Charente, au point de vue... voilà. Et la commission paritaire régionale a salué justement le département de la Charente en disant que les infirmières charentaises, justement, étaient les meilleures au point de vue réponse aux patients, au point de vue délai de toute la Nouvelle-Aquitaine. Philippe Vigier, j'ai lu qu'à Dreux, vous avez aidé à l'installation d'une médecin adjointe. Est-ce que ça peut être une idée, notamment pour attirer les jeunes? Qu'est-ce qu'un médecin adjoint? C'est un médecin non thésé. Est-ce qu'un médecin non thésé peut s'installer? Non. Donc j'avais demandé avec Olivier Marlex, qui est député d'Eure-et-Loir, nous avions fait la démarche lorsque Marisol Touraine était ministre de la Santé, qu'on mette en place un système dérogatoire pour que les médecins adjoints puissent s'installer. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être je n'ai pas précisé ce point-là, entre la sortie du cursus de formation des médecins et l'âge auquel ils s'installent, il y a souvent entre 7 et 8 ans. Donc en clair, un généraliste s'installe à 37-38 ans. Et pendant ce temps-là, ils sont dans un no man's land. Et donc ça y est, la dérogation a été acceptée, la dérogation sera généralisée. J'ai eu l'accord ce matin en commission d'enquête parlementaire de la part de la directrice de l'assurance maladie. Et mieux encore, regardez comme quoi la technostructure dont j'ai parlé tout à l'heure est tatillonne. On voulait faire payer à ces médecins adjoints sur leurs honoraires de la TVA. Et donc il a fallu que j'aille voir M. Darmanin, ministre des Comptes publics. L'affaire a été réglée la semaine dernière et l'arbitrage du ministre a été enfin rendu. Donc vous voyez, on trouve une solution, et cette solution, malheureusement, on avait trouvé un moyen pour l'entraver. Et on va essayer également d'inventer un nouveau statut.
je ne sais pas ce qu'en penseront les médecins qui sont là, ils sont installés, mais il y a tous ceux qui sont soit adjoints, soit remplaçants. Et on voudrait faire en sorte que, vous savez, il y a 12 000 remplaçants en France qui ne sont pas, par définition, installés. Et pour les sédentariser un peu plus, pour que des médecins adjoints plus nombreux, donc non thésés, puissent également aller, pas faire des remplacements, mais aller exercer la médecine comme ils le souhaitent, 3 mois un endroit, 2 mois un autre endroit, 3 mois un troisième endroit, qui puissent avoir un nouveau statut de profession libérale, avec tout ce que cela induit derrière. Par exemple, sur les femmes enceintes qui sont médecins, rappelez-vous qu'il y avait un délai de carence de 90 jours pendant lequel elles ne gagnaient pas 1 euro, alors, pendant leur grossesse, qui n'est pas un état pathologique, qui est un état absolument normal pour une femme qui a décidé d'avoir un enfant. Donc là, on est en train également de mettre des dispositions en place pour qu'on puisse, dans l'exercice libéral, vous voyez, lever les obstacles les uns après les autres. Et ça nous est beaucoup demandé. Les jeunes femmes internes et les jeunes femmes médecins nous l'ont demandé. Donc c'est une somme de petites solutions qui ne suffira pas, mais qui ne pourra que s'additionner avec ce que je disais tout à l'heure, avec tous ces internes que l'on doit sortir des facultés. Quand je dis les sortir des facultés, mais là, le président de la conférence des doyens, je pense, devrait aller dans ce sens-là, et je t'interrogeais tout à l'heure pour savoir combien il y avait d'internes à Angoulême. Enfin, quand même, dans un département comme la Charente, 350 000 habitants, si je ne me trompe pas, vous ne pouvez pas être avec quelques internes que l'on compte sur les 2 mains. Ça n'existe pas. Il faut justement en avoir beaucoup plus. Oui, nous on est à 80. Vous êtes à 80 ? Donc c'est déjà pas mal, mais il faut aller beaucoup plus loin par rapport aux besoins du département, par rapport au renouvellement que vous évoquiez. Et moi je crois beaucoup à cette idée d'un médecin qui forme quelqu'un, qui prend sous son aile. Mais il y a des choses sur lesquelles on va faire des propositions. Un médecin qui accepte d'être maître de stage, comme d'ailleurs un artisan. Lorsqu'un artisan forme un apprenti en alternance, il a une rémunération qui vient soit par l'État, elle est petite, soit par les conseils régionaux, ça dépend des régions dans lesquelles on est, que les médecins soient un peu plus valorisés et qu'ils ne le sont. À l'heure actuelle, vous savez qu'il y a une petite dotation mensuelle qui est de 400 ou 800 euros, selon que les zones soient denses ou sous-denses. En tout cas, il faut aller dans ce sens-là. Des questions aussi simples que les indemnités kilométriques pour les jeunes internes. Moi, je suis dans une région de Tours, il n'y a pas de train pour y aller. Il n'y a pas de car. Donc, c'est voiture ou rien. Alors, je sais bien, il y a le covoiturage. Maintenant, on peut trouver d'autres solutions. Mais, vous voyez, ces choses-là sont autant d'obstacles que l'on s'aime sur la route. Quelqu'un veut rebondir là-dessus? Sinon, j'ai une question aussi pour Jean-Marc de Lustrac. J'ai entendu dire qu'à Angoulême, une partie des médecins en fait, venaient directement de Bordeaux et repartaient et n'étaient pas forcément des habitants du territoire, notamment au niveau des urgences. Est-ce qu'on a comme ça des gens qui viennent du pourtour, qui viennent travailler en Charente et qui repartent, ou est-ce que ça fait également des habitants pour le département? Honnêtement, c'est pas significatif. En général, ceux qui sont sur le territoire, c'est des gens qui ont été formés à Poitiers. Il y en a quelques-uns de Bordeaux, mais surtout qui ont été formés à Poitiers. Mais c'est vrai qu'avec la nouvelle région maintenant, Grand Aquitaine, là aussi, je pense qu'il faut décloisonner. Après, concernant les médecins, puisque aux urgences, c'est pas qu'un problème d'interne, un problème aussi de médecins, de postes à pourvoir et voilà. Et là, on prend de toute la France. Hein. On a un collègue de Lille qui vient de signer, on en a un de Blois qui vient de signer. Voilà, on est quand même sur du national en matière de recrutement de médecins. Ouais. Effectivement, il va y avoir un deuxième micro. Donc, je vais vous demander, pour poser les questions, c'est que vous vous présentiez en indiquant aussi de quelle ville vous êtes originaire et de poser des questions courtes pour qu'il y ait le maximum de questions qui puissent être posées. Bonsoir, Véronique Moulin, donc je suis originaire du nord de la France. Je suis arrivée en 2004 sur la Charente pour diriger un EHPAD pendant 12 ans. J'ai été confrontée dans mon cursus professionnel, notamment à la désertification médicale, puisque les médecins co, c'est pas forcément un métier très porteur. Alors qu'on peut quand même dénombrer 49% d'établissements privés où le recrutement est très difficile, contre 38% dans le public. Donc ma question était simplement de trouver des solutions, comme c'est pour ça d'ailleurs qu'on est là ce soir, et je pense que vous avez peut-être soumis quelque chose qui pourrait être intéressant, monsieur le député, c'est au niveau des médecins adjoints.
pourquoi ne pas essayer de faire intervenir dans les EHPAD des internes 7e année, puisque bon, dans leur cursus, ils ont 6 mois de formation, donc pourquoi pas un EHPAD, puisque bon, comme il y a un manque, ça peut être là, d'autant que les dotations des EHPAD sont quand même soumises à la fameuse grille Pathos qui, pour certains, vont vous dire quelque chose, mais c'est un peu, c'est très compliqué, et c'est basé sur les pathologies qu'on a dans l'établissement. Et les dotations de soins et de personnel sont dépendants de cette grille d'évaluation. Donc si c'est fait par quelqu'un qui n'est pas compétent, c'est assez certain que l'établissement aura un manque à gagner et automatiquement il y aura les soins qui vont être tributaires de ce problème. Voilà. Donc, mais je pense que vous avez peut-être souligné le problème, la solution avec les médecins adjoints. Vous avez dit tout à l'heure, madame, toutes les pistes sont bonnes à explorer, vous avez raison. Il n'y a plus de médecine du travail en France. Hein. Elle est en train de se paupériser. Si je prends mon département, on avait la médecine du travail dans toutes les sous-préfectures, il n'y en a plus qu'à Chartres. On fait même de la télémédecine pour la médecine du travail. Dans les EHPAD, c'est une véritable catastrophe. Dans la commune dont j'ai été maire, on a un médecin qui vient 2 heures par semaine. Vous vous rendez compte? 84 lits plus 12 lits d'Alzheimer. Je ne sais pas comment ils font. Heureusement que les infirmières sont là et font le boulot. Disons les choses simplement. Donc pourquoi pas pour les internes? Vous savez, il y a très très peu d'internes qui viennent dans les petits centres hospitaliers, dans les maisons de santé, dans les EHPAD, il n'y en a pas, mais ce sont des mesures que l'on peut tout à fait, dont on peut assurer la promotion. Il y a une chose quand même, je l'ai peut-être dit trop rapidement tout à l'heure, le numerus clausus, vu qu'on va perdre dans les 10 ans qui viennent encore des médecins, et le témoignage tout à l'heure, Dr Tiburce, c'était évocateur. Il faut bien qu'on ouvre un peu les vannes du numerus clausus. J'ai demandé précisément à chacun des patrons des CHU de France quelle était sa capacité d'augmentation de formation. De manière à ce qu'ils me disent, voilà, je peux passer de temps à temps, mais malheureusement, je ne vous apporterai pas de réponse dans 2 mois. Ça, c'est N+10. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai insisté sur les mesures à court, à moyen et à long terme. Pour vous répondre précisément, en terminant là-dessus, s'il y avait un médecin, je pense, Jean-Marc, ton indice sera important, un médecin, puisqu'en plus tu es maître de stage, un médecin maître de stage qui donc a un interne qu'il est en train de former. Cet interne est dans son 6e semestre, c'est-à-dire en clair, il est au bout de sa formation d'interne de médecine générale. Franchement, il arrive à N+10, est-ce qu'il n'est pas capable d'aller dans un EHPAD? Et puis si jamais il y a un problème, comme vous l'avez très bien dit, madame, c'est pour ça que moi j'ai mis tout le monde au même niveau, eh bien il passe la main comme on est en disant là, je ne sais pas faire. C'est aussi l'intérêt de la médecine en réseau. Et peut-être pour ne pas être plus long, mais répondre au docteur Tiburce. Étant donné que nous, c'était la zone la plus désertifiée, on s'est dit comment on fait. Moi, il y a une phrase que j'utilise souvent, avec 10 pauvres, on n'a jamais fait un riche. Mais pour autant, on a réussi, parce que je m'entendais bien, étant donné mon métier, avec l'ensemble des professionnels médicaux et paramédicaux, on s'est mis autour d'une table. D'abord, on a partagé un petit moment de convivialité, et après on s'est dit, mais on ne peut pas laisser le territoire comme ça. Et on a créé cette structure de cette EPS en moins de 14 mois, qui est le début de quelque chose, c'est le début d'une histoire. Et cette histoire, c'est de dire que les patients, il faut qu'on s'en occupe, et pour nous, c'est l'élément central. Si on a choisi ce métier, si on a embrassé cette carrière, c'est qu'on se dit... Donc chacun, vous voyez par exemple sur un sujet de la prévention qu'on n'a pas évoqué. Pour moi, c'est majeur la prévention. Or, dans les politiques publiques nationales, là c'est plutôt le député qui vous répond, les crédits de prévention diminuent dans le budget 2018. Il ne faut pas qu'on vous raconte des histoires, ils diminuent. Simplement, ils sont maquillés parce qu'on met d'autres lignes dedans pour les grossir artificiellement en allant cherchant des crédits dans d'autres lignes. Ça, je l'ai décortiqué parce que je suis de la Commission des Finances et j'ai eu accès à tout ça. Eh bien, la prévention, c'est la mère des réformes. Et cette mère des réformes, elle doit se faire. Et c'est en amont, avec les infirmiers référents, avec les pratiques avancées, avec Casalet, dont on a parlé tout à l'heure, avec des médecins à qui aussi on enlève des tâches administratives. Pour ceux qui doutent de ce que seront les tâches administratives d'un médecin, vous allez faire une journée avec lui. Vous faites 7h du matin, 20h30. Le soir, pas de problème. Vous changez d'avis. Parce qu'il faut vraiment aller le mesurer. Eh bien, des grandes simplifications, si on gagnait ne serait-ce que 10% de temps médical, et vous voyez, après, c'est du temps qu'on peut donner dans les EHPAD, parce que c'est bien votre question, elle arrive à point nommé, parce que les EHPAD, les maisons de retraite, les foyers résidences personnes âgées, les petits centres hospitaliers, les CHU, les CHRO, nos maisons de santé et les centres de santé, tout ça doit fonctionner en réseau. Je reviens sur ce qui pour moi est vital, c'est le parcours de soins. Et le maintien à domicile.
Regardez, on développe l'ambulatoire dans ce pays. C'est formidable la chirurgie ambulatoire. On peut même faire une prothèse de hanche. C'est arrivé d'ailleurs à un des médecins de ma commune. Il a été opéré vendredi dernier à 7h du matin. Il est sorti le soir, il était à 18h30. Sa femme est infirmière, donc il est sorti. Mais oui, mais ça veut dire quoi? En aval, il faut bien du personnel pour s'en occuper. Qui est là? Bon, il est tout mis, il surveille, mais l'infirmière était là. Il y a les pansements à faire. Bien sûr. Il y a quand même des drains qui existent. Il y a les anticoagulants le lendemain matin, il y a la prise de sang à faire. Il peut y avoir une complication. Donc l'ambulatoire, c'est formidable. On sort les gens des hôpitaux, ça coûte moins cher. Parce qu'on va sortir de la logique de cette fameuse T2A, vous savez, la taxe à l'activité, où on a voulu faire fonctionner les hôpitaux comme des entreprises. C'est pas tout à fait la même chose. On peut avoir une gestion rigoureuse, et pour ceux qui ont pu lire un jour ou l'autre ce que j'ai déclaré, plutôt quelqu'un qui suis attaché à l'équilibre des dépenses publiques. On peut avoir une gestion rigoureuse, mais la médecine, c'est pas tout à fait la même chose. Ça ne répond pas aux mêmes critères purement scientifiques de ce qu'on peut voir ailleurs. Donc, eh bien, l'ambulatoire que l'on développe, on la développe sans se soucier de l'aval. Et l'aval, ce sont ceux qui sont devant vous. Et sans eux, rien ne sera possible. Et c'est pour ça que les urgences sont de plus en plus chargées, pour une raison simple, parce qu'ils n'ont plus de temps médical disponible. Or, un patient aux urgences coûte 15 fois plus cher qu'un patient qui est vu par un généraliste ailleurs. Et là, on en parlait, on continuera d'ailleurs de réfléchir ensemble pour faire des propositions d'accueil. De même que les numéros de régulation, c'est une proposition d'accueil. De même que le pharmacien, il faut le remettre en pivot. Il a un rôle de conseil. Il est Bac plus 6, donc il a une connaissance, il a fait des stages, il a aussi une connaissance de la médecine qui est indispensable. Les incompatibilités médicamenteuses, ce n'est pas uniquement les logiciels qui vous donnent tout. Le médecin, il voit 30-40 malades par jour quelquefois, il peut se planter dans une prescription. Combien de fois, nous, au labo, on corrige des prescriptions sur des anticoagulants? Samedi dernier, parce que je travaillais samedi dernier, vous voyez, ça m'est arrivé, parce que c'est comme ça, c'est aussi notre métier. Donc c'est une véritable chaîne, et franchement, si j'ai pris cet exemple d'ambulatoire, c'est vrai qu'il est considéré comme une avancée formidable, mais de même que le maintien à domicile, on dit toujours c'est tellement plus digne de laisser les gens chez eux pour leurs dernières heures ou leurs derniers jours. Mais où sont les équipes derrière? Qui fait le boulot 24/24 en se relayant? Et puis enfin, je le dis très fortement, la politique de revalorisation salariale. Pour ça, vous voyez, je fais sauter les cloisons entre public et privé. Une immode de bloc, une très bonne amie qui a 57 ans a terminé sa carrière, elle a démarré très tôt. Vous savez combien elle a été payée net en bloc de cardiologie à Clermont-Ferrand? Vous avez une idée? Allez-y. Je ne vous en voudrais pas de ne pas savoir. Moi, j'ai découvert la somme. 2480 € net par mois. Appelé à 3h du matin. Et vous devez résider à moins d'un quart d'heure du bloc. C'est marqué dans le contrat. Donc, vraiment, je vous dis ça avec des mots forts, parce qu'on dit aussi quelquefois dans les EHPAD, où, c'est probablement pas le cas chez vous, mais ou dans des centres hospitaliers, il n'y a plus de kiné. Vous savez combien on leur propose de rentrer? Alors qu'ils ont une formation, ils ont une compétence. On ne crée pas les conditions, justement, pour qui seraient capables de susciter une adhésion à une carrière comme celle-là. Et il faut des passerelles. Les jeunes, ils ont envie d'aller bosser 3 heures à l'hôpital ou 2 heures en EHPAD, aller délivrer quelques cours, faire un peu de privé. Je termine avec un mot, j'ai rencontré 2 jeunes généralistes passionnants qui ont une quarantaine d'années, qui étaient à Paris, qui en avaient ras-le-bol. Ils sont partis au Puy-en-Velay parce qu'ils avaient des racines en Haute-Loire. Et puis ils avaient fait les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, comme quoi la vie. Et c'est ça, c'est bien. Et ces gars-là, ce sont des férus d'informatique. Eh bien, ils ont monté les soins non programmés. Vous savez tout ce que c'est que les soins non programmés. Il est 17h, vous avez une grosse douleur à la tête, comme tu disais tout à l'heure. Il faut bien que j'aille voir un médecin, sinon c'est les urgences. Avec une petite application sur smartphone, on vous dit quel est le médecin qui est disponible. Et de 17h à 19h, au Puy-en-Velay, ben ces deux-là, ils sont capables de vous recevoir. Mais comment ils vivent? Le matin, ils font soit l'EHPAD, soit la clientèle privée. Et en début d'après-midi, il y en a un qui fait un peu de médecine du travail. C'est génial. Vous voyez, mais ça montre. Moi, il a fallu que je comprenne avec mes collègues. Et vous n'avez pas vécu le même exercice. Mon frère, qui a à peu près votre âge, et qui était généraliste, mon frère, il travaillait 6 jours par semaine, et le dimanche, c'était le médecin capitaine des pompiers, et en plus, il allait au stade. Et toujours un qui était en train de s'abîmer une jambe, donc on savait que le Toubib, il n'était pas loin. On allait chercher, ou alors viens voir le match, comme ça, tu es sûr que s'il y a un problème, tu seras là. Et c'est fini, ça a changé. Donc, à nous adapter, à nous à organiser les soins de façon différente, mais il y a plein de pistes que l'on peut, me semble-t-il, emprunter. D'autres questions?
Oui. Bonjour. À vous écouter, le tableau, il est noir finalement. Très noir. Et je pense, est-ce que vous étudiez réellement des solutions pour pallier jusqu'à présent, on n'a rien eu tout, la sécurité sociale n'a fait rien. Il n'y a aucune solution qui se fait vraiment jour au niveau de la médecine. Et je voulais savoir, parce qu'il y a quand même deux solutions actuellement qui sont importantes. C'est le suivi médical par téléviseur, peu importe. Et deuxièmement, ce qu'on appelle vulgairement les super infirmières, ou les infirmières à procédure, je ne sais pas, engagées ou autres. Avancées, voilà. Avancées, et qui sont actuellement, à la lecture de journaux, contestées par certains médecins, par des syndicats de médecins, généralement des jeunes médecins, et d'autres médecins, par contre, qui disent avant de nous couper l'herbe sous les pieds. Alors, si je peux me permettre, oui. Alors, même les infirmières de pratique avancée dont vous parlez, Monsieur Faure, à l'heure actuelle, effectivement, ne sont contestées non seulement par les médecins, mais par les infirmières elles-mêmes, parce qu'en fait, de pratique avancée, il n'y en a pas. Pour la bonne raison que, en fait, c'est un découpage de notre décret de compétences. Par exemple, on parlait tout à l'heure des consultations. La consultation n'a jamais été une pratique avancée. Ça fait partie de notre décret de compétences. Donc, effectivement, pour qu'il y ait une pratique avancée, il faut qu'il y ait un bénéfice pour la profession. Pour l'instant, il n'existe pas. Donc, c'est pour ça que ça a été retoqué, on va dire, par toutes les instances pour l'instant. Par contre, oui, effectivement, ça mériterait d'être développé, mais avec, effectivement, des nouvelles compétences. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Madame a complètement raison. Et monsieur, votre question est super. Les médecins généralistes, les racines grecques, il est omnipraticien. Voilà, omnos. Il peut tout prescrire, tout faire et tout savoir. J'ai rien contre eux parce que je travaille avec eux au quotidien et ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. C'est vrai qu'il y a des syndicats de médecins qui nous ont dit pendant les auditions, on veut garder la main sur tout. Ça, c'est terminé. On ne peut pas garder la main sur tout et refuser la régulation. Je rappelle au détour d'une phrase que la seule profession médicale qui a refusé tout instrument de régulation, c'est celle des généralistes et des spécialistes. Et la régulation, elle s'est faite par les secteurs 2, par les dépassements d'honoraires. Et en fait, celui qui paye la facture, c'est le patient. Donc, monsieur, vous avez raison, il faut bouger. Moi, je suis favorable, bien sûr. Et on mettra dans le rapport, je prends l'engagement devant vous ce soir, ça sera écrit. Les collègues sont quasiment mûrs, il y en a 27 sur 30, ce sera le fait majoritaire, comme on dit, pour que les infirmières de pratique avancée, comme les sages-femmes en quelques années, ont eu une capacité de prescription qui a augmenté. Tout à l'heure, j'étais heureux en visitant la nouvelle maison médicale, et tu m'expliquais, voilà, les cabinets des sages-femmes, il pourrait même y avoir les accouchements éventuellement ici, mais attendez, bien sûr, on va créer des centres de périnatalité, on ferme les maternités à l'heure actuelle. On va garder des super top maternités, mais il y aura plein d'accouchements qui auront lieu, à mon avis, on va revenir en arrière quelque part, vous verrez qu'il n'y aura pas de pathologie. On en a de plus en plus. Donc, monsieur, il faut créer une consultation d'infirmière, je l'écrirai, avec une nomenclature, comme vous l'avez dit, qui va bien sûr. Et infirmière de pratique avancée, pour aller au bout du chemin, tout à l'heure vous avez dit c'est l'Assemblée, non. Je rappelle qu'il y a un décret de la ministre, votre profession s'y est opposée, parce que la Caisse nationale de l'assurance maladie n'a pas voulu mettre, moi je vous parle très simplement et très clairement, les rémunérations en face des actes qu'elles veulent accomplir. Pour les premiers recours. Et là, pour les premiers recours, ça c'est un problème législatif qui s'est passé. Si vous regardez les débats, j'ai soutenu votre initiative. Je ne suis pas dans la majorité, je suis plutôt un positif constructif. Tout ce qui va bien, je soutiens. Tout ce qui ne va pas, je ne soutiens pas. Et en matière de santé, j'y vais un peu au bazooka parce que franchement, ça devient quand même très compliqué. Et donc, vous voyez, on est sur le chemin, mais ça c'est nouveau. Je pense que les médecins ne me contrediront pas. Un diabétique, ce n'est pas la peine d'aller voir les médecins tous les 2 mois. Arrêtons tout ça. C'est le jour où il y a, comme on dit, un vrai sujet, eh bien, on se parle. Et avec le dossier médical partagé,
Mais c'est formidable parce que la consultation moderne, comment elles font les infirmières dans les EHPAD? Je pense que chez vous c'est comme ça. Moi, chez moi, elles ont des petites tablettes numériques, elles valident tout. Et la validation des 4 lignes du compte-rendu vont directement dans le dossier médical, sur lequel moi j'envoie les examens de mon labo, mais qui ne sont pas compatibles avec l'hôpital. Et donc j'ai demandé ce matin à la direction de l'assurance maladie, c'est votre boulot de faire en sorte qu'on développe un logiciel où toutes les données arrivent. Ne me racontez pas que ce n'est pas possible. Dans un pays comme la France, avec la capacité informatique et numérique que l'on a, on n'est pas capable de le faire. Et après, parce que les médecins seront d'accord, il faut des clés de cryptage avec un mode dégradé. Il peut avoir accès à tout. L'infirmière aura peut-être accès à des choses différentes, peut-être pas tout. Il n'aura pas, par exemple, le compte-rendu de la consultation que le médecin peut avoir avec son patient, où il peut lui dire des choses confidentielles. Mais en revanche, sur tout le suivi des traitements, tous les examens complémentaires, c'est normal qu'il ait tout. Mais sinon, qu'est-ce qui se passe? C'est redondance d'actes. Mais au-delà de la redondance, il y a du surcoût. Mais c'est, franchement, pas une, comme on dit, c'est pas une bonne pratique médicale. Parce qu'on n'a pas accès à tous les éléments du dossier, qui éviterait certainement pour un médecin. Vous voyez quelqu'un qui vient dans votre cabinet, qui est d'une autre région, si au travers de la carte vitale, vous avez accès à tout, vous savez qu'il a vu un radiologue, un généraliste il y a 1 mois et demi, il y a 2 mois, vous avez accès à tous les éléments. Je pense que ça va vous aider, en tant que généraliste, pour accompagner l'auscultation, qui reste quand même la base de la base de la base. Ce sont des aides au diagnostic. Et bien en France de 2018, ça n'existe toujours pas. Qu'on ne nous mette pas la CNIL, hein, parce que quand vous allez au supermarché, je tiens à vous rappeler quand même que vous êtes tracé de A à Z. Et si vous en doutez, si vous voulez, je vous l'expliquerai au nom des data et de la loi que l'on a votée encore l'année dernière, qui donne un accès généralisé. Ou quand vous faites flasher au bord de la route, vous n'avez pas de papier, faites le truc, vous verrez, c'est formidable. Vous dites au gendarme, non, c'est pas vrai, j'ai jamais été arrêté, moi, jamais de prune, jamais. Il tape votre numéro d'immatriculation, je peux vous assurer, il a les 10 ans précédents qui sortent dans la minute 30. Donc je vous invite pas à le faire, parce que moi je me fais flasher souvent, parce que je fais beaucoup de kilomètres. 70 000 à ma circonscription, donc c'est pour ça que je vous dis ça, parce que je les connaissais bien et ils m'ont montré tout le traçage. Donc on a tel calculateur tellement puissant qu'on peut vraiment avoir accès à tout. Je ferai un petit mot sur les infirmières de pratique avancée, parce que pour répondre à la question des syndicats qui se sont opposés, il faut un petit peu comprendre aussi les médecins. Je vais vous expliquer pourquoi. On a vu les pharmaciens commencer à faire des vaccins. On nous a pas parlé du coût, combien prend le pharmacien pour faire un vaccin. On ne nous l'a pas dit. On a estimé qu'il prenait 25 €. Combien? 4 €. D'accord. 70. Donc c'est pour ça que, voilà, c'est bien. C'est bien, enfin je veux dire, c'est peut-être pas... Avec une prime Voilà. quand même. Donc comme les infirmières, ces infirmières qui ne sont pas Non, contentes. non, mais nous, on n'a pas de prime. Par contre, les pharmaciens ont une prime C'est au vrai. 5e vaccin. Et les infirmières mettent les patchs, mais pas les pharmaciens. Voilà. Bon, Chacun son après, on nous dit le pharmacien va prendre une photo de dermatologie, va l'envoyer au spécialiste et ça coûtera 28 €. Alors, après, on nous dit qu'il va y avoir des infirmières de pratique avancée qui vont voir les patients diabétiques, qui vont voir les insuffisants cardiaques, qui vont voir, etc. Et les médecins, justement, se disent, alors nous, qu'est-ce qui va nous rester? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que pour 25 €, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va les voir, effectivement, peut-être 2 fois par an, c'est bien. Ça va demander une demi-heure, 3/4 d'heure, parce que là, il faudra tout reprendre quand même si on fait confiance à notre infirmière, ce que je ne doute pas. Par contre, là, on va avoir vraiment du travail, parce que quand on revoit un patient tous les 3 mois, en moyenne, c'est ce que l'on fait pour un diabétique, un hypertendu, ou c'est ce que vous devez avoir, ou un insuffisant cardiaque, il faut quand même, il y a plein de choses à vérifier, ça l'infirmière le fera, c'est bien, mais on reprend tout le dossier, on reprend toutes les analyses, et là, c'est pas un quart d'heure de consultation qu'il faut faire, c'est une demi-heure, 3/4 d'heure. Et je vous rappelle qu'on n'a pas d'honoraire, on n'a pas de notion d'honoraire, on n'a qu'une notion de consultation, malheureusement, à 25 €. Voilà le problème. Et c'est pour ça que les syndicats de médecins s'y sont opposés, etc. Voilà l'explication. Par contre, là, j'ai vu les derniers textes qui étaient signés en disant que l'infirmière agirait sous la coupe du médecin. On ne parle pas d'honoraires, je ne parle pas d'honoraires d'infirmière. Voilà, ce que l'on fait toujours d'ailleurs. Mais voilà pourquoi les médecins se sont défendus en voyant partir tout doucement les actes, je dirais, faciles, pour ne garder que des actes les plus difficiles, toujours au même prix. Alors oui, moi je pense je voudrais apporter aussi un complément. On tourne autour du pot, mais on ne l'a pas abordé. C'est le problème de la responsabilité. Et c'est vrai que moi j'ai travaillé sur le projet notamment
vraiment, il y a eu des expériences dans des SAMU, notamment le SAMU de Toulon, où on a mis des infirmières pour faire des soins avancés, justement, dans des équipes. On le fait actuellement quelque part, là je parle des infirmières dans le cadre des soins de premier recours. Et on le fait avec les infirmières pompiers, celles qui sont chez les pompiers, puisque avec le temps, là aussi, les médecins pompiers se sont étiolés. Chez les sapeurs-pompiers, vous n'avez plus de médecins, quasiment plus. Et du coup, c'est des infirmières qui ont pris le relais. Nous, enfin moi personnellement, quand je travaille à la régulation du SAMU, j'ai besoin des fois de me faire une opinion sur place et j'envoie l'équipe des sapeurs-pompiers avec une infirmière qui me donne tout un tas d'éléments, effectivement, et c'est très intéressant. Je pense qu'il faut qu'on aille au-delà puisqu'on a quand même cette expérience-là. Et c'est vrai que c'est une expérience, je confirme, qui marche. Et je me dis qu'on pourrait l'améliorer avec les infirmières libérales. Mais derrière tout ça, c'est qui est responsable de quoi? On revient toujours à la même problématique. Nous sommes responsables de nos actes comme vous. Tout à fait. Mais pour ça, il ne faut pas vous envoyer au casse-pipe. Ce qui s'est passé par le passé sur ces expériences-là, c'est qu'effectivement, on dit l'infirmière fait ça sous la coupe d'un médecin, mais qui est responsable de quoi? Effectivement, l'infirmière est responsable de ses actes, le médecin des siens. Après, quand on parle de délégation, c'est pas, vous l'avez mal pris tout à l'heure, mais c'est aussi une délégation de responsabilité. Et devant les tribunaux, il y a quand même des comptes à rendre, y compris du médecin qui délègue. Moi, je vois en équipe, on délègue l'infirmière, il n'y a pas de souci. N'empêche que quand on va au tribunal, et c'est de plus en plus régulier, on doit expliquer pourquoi on a délégué, si on avait le droit de déléguer, pas déléguer, comment on a contrôlé la délégation, etc., etc. Donc ça n'a pas qu'un côté péjoratif. Et quand je suis à la régulation, j'ai des infirmières qui font du premier recours et qui m'appellent pour me demander un conseil. Et sur le plan de la responsabilité, transfère une partie de la responsabilité sur le médecin régulateur. Tout ça pour dire qu'à un moment, moi je suis très favorable à ça, mais par contre, il faudra un cadre. Et on ne peut pas balancer une loi comme ça sans qu'il y ait un cadre sur la formation, sur le process de délégation de soins, parce que derrière, il y a la responsabilité qui est en jeu. Voilà. Tout à fait d'accord avec vous, ce qui passe par des formations, bien entendu. Je vais vous raconter une petite histoire charentaise que vous connaissez bien, SOS Douleur. Alors, SOS Douleur, c'est un organe qui, comme son nom l'indique, s'occupe de la douleur par un procédé mis en place par le docteur Bure d'Angoulême. Et voilà, c'est ça, avec ce qu'on appelle un cathéter périnerveux. Donc, il y a déjà une bonne vingtaine d'années, le docteur Bure nous a contactés en nous disant voilà mon projet, etc. Nous, notre syndicat, nous avons dit écoutez, docteur Bure, on veut bien, on est bien d'accord, sauf qu'il n'y a pas de cadre juridique, les infirmières ne sont pas protégées. Voilà. Donc, tentez auprès, alors c'était c'était pas l'ARS, c'était voilà, mais tentez de faire une expérimentation. Là, on sera protégé, on sera dans un cadre juridique. Bon, ça a très bien fonctionné comme ça. Voilà, petit à petit, donc ce système fonctionne parce que les infirmières libérales se sont absolument intégrées dans ce processus, puisqu'il ne peut pas exister sans des infirmières libérales, puisque c'est elles qui vont justement. Ce qui a demandé quoi? Ce qui a demandé une formation, bien entendu, qui a demandé même. Alors, on avait une formation rapide pour la prise en charge, et on doit après faire une formation de 2 jours par rapport à cet acte-là. Voilà, donc maintenant c'est rentré dans les mœurs charentaises, parce qu'ailleurs c'est pas encore le cas, voilà. Mais nous avons cette opportunité-là, et pour vous dire qu'effectivement nous ne sommes pas contre les cadres, s'ils nous protègent effectivement, hein, bien au contraire, cadre et formation. Voilà. On va peut-être passer à une autre question de la salle, si vous voulez bien. Jean Feuillet, pharmacien à Jarnac, à 12 km d'ici. Monsieur le député, vous avez dressé le bilan de notre malheureuse médecine actuelle.
Et c'est vrai que vous avez répondu pratiquement à toutes les questions que l'on se pose. Le décloisonnement, bon, ça c'est une évidence. Il va falloir s'y atteler et se parler et s'écouter et s'accepter. Je voulais simplement revenir un petit peu sur la base, c'est-à-dire la formation de nos étudiants en médecine, et donc sur la possibilité, donc l'étudiant en médecine, naturellement, il va passer dans les différents services à l'hôpital. Et pourquoi ne serait-il pas obligé de passer aussi en stagiaire chez le médecin généraliste? Parce qu'en fait, ça peut être une obligation et ça peut être certifié. Et à ce moment-là, bon, comme on l'a dit tout à l'heure, le médecin maître de stage serait indemnisé, ce qui est bien. Mais disons que l'étudiant verrait, disons, l'exercice, enfin, moi je parle pour ma paroisse, l'exercice en milieu rural. Ils ont une idée préconçue que voilà, c'est un trou paumé, Jarnac c'est complètement perdu dans la nature. Et en définitive, eh ben, s'ils exerçaient, s'ils faisaient un stage d'1 année, 18 mois ou plus, eh bien, ils se rendraient compte que la vie à Jarnac n'est pas si désagréable que ça. Voilà. Donc, bon, il y a 100 questions, mais vous en avez déjà répondu à 80 environ.